Une ex-star de films pour adultes, accusée du meurtre de son ex et risquant la perpétuité, espère convaincre le jury de son innocence. Je n'ai pas fait ça et je ne savais pas. Je ne l'ai pas fait et j'ignorais que ça finirait ainsi. Mais les procureurs affirment qu'elle seule avait un mobile pour ce crime. C'est l'avenir qu'elle a vu, qu'elle voulait, et la seule façon d'avoir cet avenir était que John ne soit plus dans le tableau. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. L'intérêt de cette affaire tient au fait qu'elle n'était même pas prévue pour un jury. Devin Michaels allait plaider coupable. Lors d'une audience dramatique, elle a nié les faits et le juge a accordé un procès. Cela fait déjà beaucoup parler les gens. J'ai simplement raconté les choses les unes après les autres et je croyais vraiment que nous allions faire ce qu'il fallait, mais ça ne s'est tout simplement pas produit. En général, un changement de plaidoyer va de non coupable à coupable, parfois à sans contestation. Mais dans le cas de Devin Michaels, à la dernière minute, elle a dit à son avocate qu'elle refusait l'accord de plaidoyer pour meurtre au second degré. Je continue d'écouter ce que tout le monde me dit être la meilleure chose à faire. Juste, fais ça et ça se passera comme ça. Et suis ce conseil et on fera ça. Et je continue d'écouter les gens parce qu'ils ne cessent de dire que c'est le meilleur conseil. Ça ne se passe pas comme ils me l'ont dit. Les procureurs accusent Devin Michaels d'un crime brutal. En août 2023, Devin a tué et décapité le père de ses enfants. Le 7 août 2023, la mère de Jonathan Willett a appelé la police après avoir découvert son corps. Cet appel a été diffusé au jury à Las Vegas lors du procès cette semaine. D'accord, je l'ai entendu en bas et j'ai décidé d'aller me coucher. C'est tout ensanglanté et je m'en fiche. Je ne sais pas comment ouvrir la clôture. C'est ensanglanté, je ne sais pas. Tu peux venir? On arrive chez toi. Tu sais ce qui lui est arrivé? Je n'en ai aucune idée. Et John, c'était juste, comme je l'ai dit ce matin. Ça peut attendre? Et moi? J'ai besoin que tu attendes. J'ai déjà appelé à l'aide. D'accord. Quel âge a votre fils? 53. Il a du sang partout. Oh, d'où croit-il? Je ne sais pas encore ce qui est percé. Voyez-vous des armes autour de lui? Non. Vous devez attendre. À part sa santé, pouvez-vous dire? Semblait-il blessé ou avoir stoppé le couteau? Et moi? Je lui ai parlé. Je ne savais pas qu'il était venu. Il essaie de quitter ma maison. Et sa petite amie était ici hier. D'accord. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Quelle était la dernière fois que tu l'as vu? D'accord. Il y a combien de temps? La nuit dernière. Je pense que quelqu'un a saigné. C'était une scène horrible à découvrir pour une mère. La tête de Jonathan était absente et des bouteilles d'eau de javel et d'ammoniac utilisées sur son corps selon les enquêteurs étaient proches. Pourquoi Devin voudrait-il sa mort? Les procureurs disent qu'il avait un mobile. Un vilain conflit de garde, mais aussi une autre raison troublante. Il y avait un accord de garde ordonné par le tribunal de la famille dans lequel la victime avait la garde physique exclusive des filles. Vous apprendrez que la prévenue n'était pas satisfaite de cette situation, qu'elle voulait avoir le contrôle sur ses filles et elle voulait commencer une nouvelle vie avec Dévier, le même Dévier qui est le fils de Jean. Les objets qui n'ont pas été retrouvés sont ce qui a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime ni l'objet ayant servi à décapiter la victime. Ils n'ont pas trouvé sa tête, ils n'ont pas trouvé son portefeuille, ils n'ont pas trouvé les clés de son camion et ils n'ont pas trouvé son téléphone. Ils ont interrogé Yoko et le monsieur au-dessus de la photo de Yoko est Yoshida, son compagnon. Selon Yoko et Yoshida, l'accusé, qu'ils appelaient Nikki, et connaissait un thé sous le nom de Nikki, finalement identifié comme Devin Michaels, a été la dernière personne à avoir vu Jonathan vivant. Nikki et John avaient déménagé les filles et les affaires de John de cette adresse à Paladura vers l'adresse de Nikki sur Porcupine Rim qu'elle partageait avec Devier.
Et pendant une période temporaire, durant l'été, les jeunes filles. Ils ont appris que Nikki et John étaient revenus à cette adresse, l'adresse de Paladura, pour la dernière fois à 22 heures. Le 6 août, vers 22 heures, ils ont appris de Yoko qu'aux alentours d'1 heure du matin, elle descendait chercher un verre d'eau et est tombée sur l'accusée, qu'elle vous décrira lorsqu'elle témoignera, car elle semblait surprise de me voir. L'accusée et Yoko ont une conversation. Elle est relativement brève. Yoko est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. L'accusé était maintenant entré dans la cuisine et ils commencent à parler. Quand l'accusé dit à Yoko que John dort. N'entrez pas. Ce ne sont pas ces mots, vous l'entendrez au procès. Elle dit que John dort, qu'il s'est évanoui. Nous avons prévu qu'il vienne déplacer d'autres affaires le matin. C'est un peu du genre « ne le dérangez pas ». Yoko a vu que les lumières étaient allumées dans la chambre de John, mais a pensé « s'il dort, je n'entre pas ». Elle remonta à l'étage. Yoko est allée se coucher, laissant Nikki ou l'accusé seul dans la maison. Vous apprendrez très clairement qu'il n'y avait que 4 personnes dans la maison au moment de cet incident. La victime, l'accusé, Yoko et Yoshi. Yoko précisera aussi vers 8 heures du matin. Elle a trouvé John sans visage, comme entendu lors de l'appel au 911. Il y a un léger problème de langue. Elle fera de son mieux pour décrire ce qu'elle a vu au départ et, évidemment, le choc qui s'en est suivi. Très important, il trouve le sac à main de la prévenue. À l'intérieur de son sac à main, il trouve la carte de sécurité sociale de la victime, ainsi qu'une de ses cartes de travail. Ceci est la chambre de la prévenue. Ce que j'ai entouré là, c'est essentiellement son tiroir à sous-vêtements. Lors d'un mandat de perquisition, vous inspectez tout minutieusement et retournez les lieux. En fouillant le tiroir à sous-vêtements de la prévenue, ils ont trouvé quelque chose. Ma souris se fige ici. Très important, ils trouvent plusieurs couches de sacs en plastique noués. Et à l'intérieur, ils trouvent le portefeuille de la victime, ses papiers d'identité actuels et son seul jeu de clés de camion. Devin dit ignorer comment les affaires de Jonathan se sont retrouvées chez elle et changeait sans cesse d'explications sur l'origine du sang sur son téléphone. Elle a maintenu cette version longtemps, mais les enquêteurs ont découvert une vidéo d'elle avec Jonathan le jour du meurtre. Les enquêteurs avaient assez de preuves pour l'arrêter. Lors d'un interrogatoire, elle a avoué l'avoir frappé à la tête avec un grand bâton en bois, le rendant mou. Jonathan était allongé sur le ventre sans représenter de menace pendant un massage. Face contre terre, sans se douter de rien. Et la prévenue admet qu'elle est retournée au lit, qu'elle l'a frappé à la tête avec cette massue ou ce bâton, et que Jonathan est devenu mou à ce moment-là. Vous apprendrez que la prévenue a refusé de reconnaître ce qu'elle avait fait. Suivant. Vous pourrez déterminer pourquoi quelqu'un pourrait faire cela au fur et à mesure que le procès avance. Qu'elle a refusé de dire aux enquêteurs ce qu'elle avait fait de la tête de Jean ou de l'arme, que ces éléments n'ont jamais été retrouvés. Et donc vous devez assembler les pièces, comme le juge vient de l'expliquer avec l'exemple de la pluie. Vous apprendrez que c'est la réalité de la situation avant que Jean ne soit tué, et que la prévenue voulait que Jean disparaisse. L'avocate de Devin a déclaré à l'ouverture de la défense qu'elle n'était pas responsable, mais que c'était une autre personne. Devin est interrogé le jour du 7 août 2023. Dès le début de l'entretien, il reconnaît avoir bu de l'alcool. Il affirme qu'en apprenant la mort de son père, il s'est mis à boire. Mais ce qui est révélateur à travers ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, on lui demande, surtout au début. On ne peut pas reprocher aux détectives d'agir au mieux dans une situation complexe. Ils cherchent à comprendre le ressenti de la routine dans les relations entre parties. Je veux dire, vous avez Jonathan Willett qui est mort, vous avez Devier, je veux dire, le fils qui vit maintenant avec le prévenu, dans ce cas, Devin Michaels. Ils cherchent à comprendre ce qui se passe réellement derrière des portes closes.
Ils ont du mal lors de chaque entretien, aussi bien avec Devier qu'avec Devin, à comprendre ce qui se passe. Comme quelles sont les relations, et ils sont trompés encore et encore par toutes les parties. Dans cet entretien, le premier que Devier a, ils essaient de comprendre l'idée de son mariage et la nature de la relation. Et ils lui ont demandé, « Mais vous dites que vous êtes mariés plutôt par commodité, pas parce que vous vous aimez vraiment ?» Sa réponse, « Oui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça, c'est par commodité. » Et « Mais vous, vous dormez dans la même chambre. » Sa réponse, « Non. » On lui demande, « Ici, tu es à la maison ?» Sa réponse, « Non. » « Est-ce que vous êtes intimes tous les deux ?» Sa réponse, « Non. » Devier pose une question, on lui en pose aussi, et vous verrez qu'il détestait cela. Il ment sur la relation qu'il a avec sa femme. Une discussion a eu lieu sur les téléphones, et je n'en dirai pas plus. Dans cette société moderne, ce sont les éléments clés de la plupart des enquêtes. En fait, la déclaration disait que c'est pour cette raison que Devier a été écarté. Les données de localisation du téléphone n'ont pas indiqué ce soir-là la résidence de Palodera. C'est facilement résolu, c'est facilement expliqué. Il a été laissé à la maison, c'est tout. Il y a d'autres affaires qui ont une certaine notoriété, ça arrive. Les gens savent maintenant, ils te suivent sur ton téléphone. Tu vas apprendre que Devier savait cela, et l'importance et la signification de cela. Indice de ce secret caché, mariage de convenance et contredit par les faits. Vous devez vous demander, à mesure que ces faits se dévoilent, pourquoi Devier couvre-t-il Devier? Et pourquoi Devine couvre-t-il Devier? C'est un grand gars, comme son père qui fait 1,93 m pour 93 kilos. Nous avions parlé hier. Devin Michael était dans l'industrie du porno. Elle n'est pas jugée pour sa moralité, elle est jugée pour meurtre. Elle avait des pseudonymes, étant donné sa profession. Devier aimait ça, il le savait, il appréciait ça, il le recherchait. Et cette relation illicite a commencé avant que la relation avec son père ne soit terminée. Cela s'est fait dans son dos. Message entre Devier et Devin. Tu vois, la photo est la même que celle que je t'ai montrée. Il avait 19 ans, maintenant 20. Ma fille, tu m'as hypnotisé hier soir. Tu n'as rien à changer. Cette nuit-là fut sans doute la sensation la plus incroyable que j'ai ressentie depuis ma première fois. L'accusation dit que Devin a tué Jonathan. La défense soutient que c'est Devier. Devier a témoigné le 2e jour du procès, paraissant très réservé en témoignant contre Devin. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été présenté à une femme du nom de Nikki? Oui, monsieur. Et finalement, vous avez fini par épouser Nikki? Oui, monsieur. Nous avons beaucoup de choses à démêler ici. Je suis désolé de laver votre linge sale en public, mais nous devons poser beaucoup de questions à ce sujet. D'accord? D'accord. Lorsque vous avez rencontré Nikki pour la première fois, est-ce qu'elle sortait avec votre père ou était-elle en couple avec lui? Ils sortaient ensemble à l'époque. Ils sortaient ensemble à l'époque. Oui, monsieur. Savez-vous où ils vivaient à l'époque? Je ne me souviens pas. Quand ton père et Nikki étaient ensemble, ont-ils fini par avoir des enfants? Oui, monsieur. Et ce sont tes 2 sœurs? Oui, monsieur. Finalement, après la naissance des filles, est-ce que toi et Nikki entamaient une relation intime? Oui, monsieur. Quel âge avais-tu environ à cette époque? 19 ans. 19 ans? Oui, monsieur. Vous connaissez son âge à ce moment? Non, monsieur. Comment cette relation a-t-elle commencé? Je ne sais pas. Tu te souviens de qui, enfin, je ne veux pas être indiscret, mais qui a fait le premier pas ou quelque chose comme ça? Je ne me souviens pas. C'était il y a longtemps, non? Oui, monsieur.
Pendant que vous étiez intime avec Nikki au début, sortait-elle encore avec votre père? Était-elle en couple avec votre père? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous gêne de l'admettre devant un tas d'inconnus? Oui, monsieur. Y a-t-il eu une discussion avec Nikki à ce moment-là au sujet de la grossesse? Oui, monsieur. Expliquez cela au jury. Je suis retourné en Californie et on m'a dit qu'elle était enceinte de mon enfant et que si je ne revenais pas, elle allait garder cet enfant. Donc elle vous dit cela. Elle m'a dit ça. Donc vous étiez sorti de la situation en Californie et vous, je suppose, lui avez parlé au téléphone ou quelque chose comme ça. Oui, monsieur. Elle vous dit qu'elle est enceinte, que c'est de vous et que si vous ne revenez pas, elle va garder l'enfant. Oui, monsieur. Comment avez-vous réagi? Je me suis reculé. Est-ce que vous avez vu qu'elle est allée chez un médecin? Non, monsieur. Vous a-t-elle parlé de cet enfant qu'elle disait être le vôtre? Elle m'a dit qu'elle avait avorté. Mais vous n'avez jamais vu de document ou Non, monsieur. vous souvenez-vous de votre réveil le lendemain matin? Oui, monsieur. C'était quand? Vers 6 heures du matin. Dites au jury comment cette matinée s'est déroulée. Je me suis réveillé à 6 heures et je me suis préparé pour aller au travail. Je suis généralement le premier à me lever, donc je me suis habillé et je suis parti travailler. Vous souvenez-vous avoir vu Nikki ou les filles ce matin-là après votre réveil? Non, monsieur. D'accord. Et vous souvenez-vous où était votre travail ce jour-là? Par hasard? Je travaillais chez Hometronics et me déplaçais dans tout Las Vegas. D'accord. Et est-ce que vous... Quand vous travaillez, est-ce que vous conduisez la camionnette de travail? Oui, monsieur. En congé, conduisez-vous la camionnette ou la voiture, ça? La voiture? D'accord. Donc ce jour-là, peut-on supposer que vous conduisez la camionnette si vous faites un chantier? Oui, monsieur. D'accord. Vous avez dit de travailler vers 8 ou 8h30, ça c'est bien cela? Oui, monsieur. À un moment donné, recevez-vous un appel téléphonique? Oui, monsieur. Décrivez cela pour le jury. C'était un appel téléphonique de mon grand-père disant que mon père était grièvement blessé et il est à l'hôpital. D'accord? D'accord? Quand ton grand-père te dit ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai appelé mon patron pour prendre un congé. Et as-tu appris un peu plus d'informations d'un autre membre de la famille après ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Qu'il était décédé et je n'ai eu aucune information sur la façon dont il est réellement décédé. C'était juste chez lui. D'accord. Donc au début, le premier appel, il était grièvement blessé. Mais tu dis à ton travail, « Hé, je dois y aller. » Tu apprends après qu'il est décédé. Oui, monsieur. Quand vous... Eh bien, je suppose, où allez-vous après le travail? Directement à la maison? Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Vous avez commencé à boire? Vous buviez à cette époque? Oui, monsieur. Vous souvenez-vous d'avant que vous ne commenciez à boire? Les filles ou Nikki étaient-elles à la maison à votre retour? Non, monsieur. Vous ne vous souvenez pas. Elles n'étaient pas là. Alors c'était un peu à la maison? Elles n'étaient pas à la maison. Non. Quand as-tu appris son arrestation pour le meurtre de ton père? Je dirais 1 à 2 semaines après. D'accord. Donc quelque part entre 1 semaine ou 2 après le décès réel. Oui, monsieur. Dans l'intervalle, avant qu'elle ne soit arrêtée et après la mort de votre père, restez-vous à Porcupine-Rim? Oui, monsieur. Est-ce que vous... Question. Qu'est-il arrivé à votre père? Oui, monsieur. Aviez-vous beaucoup de questions sans réponse pendant cette période? Oui, monsieur. Y a-t-il eu un moment après son arrestation où elle vous a contacté depuis le centre de détention? Oui, monsieur. Et on sait, hein, monsieur le juge, nous souhaitons demander l'admission de la pièce 631, qui est un enregistrement de ce contact. Une personne incarcérée qui est entrée au centre de détention. Cet appel sera enregistré et surveillé.
Si vous souhaitez qu'il reste privé, raccrochez et suivez les instructions pour enregistrer ce numéro comme privé. La défense a affirmé dès l'ouverture que Desviers, et non Devin, Nikki, avait tué son père. Donc, ce témoin allait être crucial, surtout pour la défense. Vous avez témoigné aujourd'hui. Il est juste de dire pour la première fois que vous aviez une relation avec votre femme qui remontait à plusieurs années. Oui, monsieur. Beaucoup vous ont déjà posé cette question, non? Oui, monsieur. On vous avait déjà posé cette question sous serment, non? Oui, monsieur. Mais vous n'avez pas dit la vérité, n'est-ce pas? On vous a donné vos anciennes déclarations pour préparer votre témoignage aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous l'étiez. Vous êtes intelligent, non? Non, monsieur. Vous avez relu vos déclarations et votre témoignage, c'est exact? Oui, monsieur. Vous vouliez être prêt pour aujourd'hui, c'est bien ça? Non, monsieur. Je vois... Vous affirmez avoir appris la mort de votre père vers 1h le 7 août 2023. C'est exact? Oui, monsieur. Vous aviez dit que c'était votre grand-père. Oui, monsieur. Vous avez été interrogé par la police peu de temps après cela? C'est bien ça? Non, monsieur. Vous avez été interrogé à 14h35, le 7 août, par un détective Ozawa. Oui, monsieur.
Il est venu poser des questions sur vous, votre femme, ce qui se passait dans la maison et dans l'autre maison. C'est exact, la maison Paladera. Oui, monsieur. Il vous a demandé comment vous vous entendiez avec votre père et vous lui avez dit « on ne s'est jamais vraiment entendu ». C'est bien ça? Oui, monsieur. C'est un peu différent de ce à quoi il a témoigné aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah non, monsieur. C'est la même chose ou c'est différent? C'est la même chose. J'ai travaillé avec mon père. Je suis désolé avec cette voix basse. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. J'ai travaillé ça avec mon père, donc on s'est souvent heurté sur beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que je n'aimais pas mon père. D'accord, donc la question était comment vous vous entendiez, et vous répondez on ne s'est jamais vraiment entendu. C'est bien ça? Seulement au travail. Je suis désolé, monsieur, vous devez parler plus fort. Seulement au travail. Seulement au travail. Oui, monsieur. Eh bien, c'était juste quelques secondes après que vous ayez dit ça. Vous saviez qu'il allait emménager là-bas, n'est-ce pas? Et vous ne vouliez pas lui parler quand il était à la maison. Non, monsieur. Le 6 août, vous ne vous rappelez pas avoir dit cela au détective. Je vais maintenant me référer à cette transcription. Vous vous y êtes référé et vous l'avez relu auparavant. Et pour vous préparer à votre témoignage d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. On m'a dit peu de temps après sa mort qu'il allait emménager, et je n'étais pas au courant avant cela. Maître, je parle de la page 4. Je suis désolé, je commence à la page 3. Je l'ai vu quand il déchargeait tout dans le garage, mais je ne lui ai pas parlé. On vous demande si c'est seulement que vous ne vous entendez pas ou autre chose. Et puis vous avez déclaré « nous ne l'avons jamais vraiment fait ». Et le détective dit « d'accord, c'est bien ça ». Non, monsieur. Et puis vous dites donc, pour ne pas causer de complications ici, sachant qu'il allait emménager ici, je ne voulais simplement pas lui parler. C'était après le décès. Mais tu parles du fait que tu l'as vu la veille. Il est en train d'emménager et tu ne vas pas lui parler parce que tu sais qu'il va s'installer. Et vous ne vous entendez pas. Tu parles au détective de ce qui se passait dans ta tête la veille. Oh, c'est bien ça. Non, monsieur. On m'a dit qu'il déménageait un bureau et un lit superposés pour les filles. Donc, tu parles au détective le 6 août. Je n'y suis pas allé car je ne me suis jamais bien entendu avec lui. Et je ne voulais pas causer de complications ici, parce que je savais qu'il allait emménager ici. Je ne voulais tout simplement pas lui parler. Vous êtes sous serment. Cela signifiait autre chose. Non, monsieur, je vous réponds. On m'a dit après la mort de mon père qu'il allait emménager dans la maison, mais je n'en avais aucune idée avant cela. On peut dire que vous minimisiez vos sentiments pour votre femme lorsque ce détective est venu vous interroger au sujet du meurtre de votre père. Oui, monsieur, car j'ignorais ce qui était vraiment arrivé à mon père. Veuillez le répéter, s'il vous plaît. Oui, monsieur, car j'ignorais ce qui était arrivé à mon père. D'accord, mais vous mentez à l'agent de police au sujet de votre relation avec votre femme, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Le procès débute seulement. L'accusation doit encore présenter plusieurs témoins. Il prévoit d'appeler et bien sûr, Law and Crime diffusera l'intégralité du procès. On ne sait pas encore si Devin Michaels elle-même témoignera à la barre, mais encore une fois, les enjeux sont extrêmement élevés. Son accord de plaidoyer initial prévoyait 15 ans de prison. Si le jury la juge coupable, elle pourrait passer sa vie en prison sans libération conditionnelle. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner.